Bonjour à tous. Bonjour! Aujourd'hui, comme convenu, on vous parle des écrans, les écrans ce tsunami. C'est un sujet extrêmement sensible. Les écrans, il y a une bataille d'experts aujourd'hui sur est-ce que les écrans c'est bien, c'est pas bien, dans quelle mesure ils sont bien, dans quelle mesure c'est vraiment délétère pour le cerveau de nos enfants. Et le souci, c'est qu'on a très peu de recul. Donc ce qu'on espère, c'est essayer de vous y faire voir plus clair. Oui. On a des informations qui sont vraiment très contradictoires et notre but, ça va être de déblayer un petit peu le terrain. Alors, le grand problème qu'on rencontre, c'est qu'on a une modification de la société au niveau des écrans. C'est pour ça qu'on a intitulé ce sujet Les écrans, ce tsunami. Nous, quand on était petites, il y a très longtemps de cela, À peu près comme vous, normalement. on était surtout focalisés sur la télévision. Mais la télévision, finalement, il y en avait relativement peu. Il y en avait une, parfois deux par Mm, mm. foyer. Elle était allumée, mais quand on en avait marre, le programme était ennuyeux, on pouvait l'éteindre. Il n'y avait pas ce côté très invasif Et de puis il n'y avait l'écran. que 3 puis 6 chaînes, Mhm. alors que là, avec les écrans et Internet, on a toujours quelque chose à regarder finalement. Exactement. Il n'y a plus seulement la télévision. Il y a aussi, évidemment, les ordinateurs, les tablettes et surtout les smartphones. Il y a même des tablettes pour les enfants des 9 mois, Ouais. donc c'est vous dire. Exactement. Donc là, c'est très très difficile de se déconnecter. Il y en a partout, tout le temps. Et on arrive à des chiffres assez impressionnants et inquiétants. À l'heure actuelle, chez les 8-12 ans, on serait à 4h30 de consommation d'écran quotidienne. Et chez les 13-18, à 6h40. Comme c'est une moyenne, et que forcément il y a des gens qui ne regardent très très peu, il faut imaginer qu'il y en a d'autres qui sont bien au-dessus de ces chiffres-là. Imagine 6h40 par jour, Ouais. c'est fou. Ça veut dire que certains sont vers 10h. Et ils vont à l'école. Je trouve ça incroyable. On a des chiffres qui viennent des États-Unis. Alors, on vous les présente parce que les États-Unis, souvent, c'est ce qu'on voit ensuite arriver Qui chez sont nous. précurseurs, Ouais. malheureusement. Et au niveau du CE1, il y a un quart des enfants qui ont déjà leur smartphone. On a d'autres chiffres qui sont chez nous cette fois. Chez les moins de 5 ans, les moins de 5 ans sont à plus de 60% regardent la télé le matin avant d'aller à l'école. C'est énorme. Donc, quelles conséquences ça peut avoir? Exactement. C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Forcément, une conséquence, il y en a une. Est-ce qu'elle est bonne, mauvaise? Comment est-ce qu'on peut faire au quotidien, en pratique, pour s'en sortir avec cette société qui est autour de nous et qui influence inévitablement notre foyer familial? C'est ce qu'on va voir ensemble. Juste une petite précision, comme on a relativement peu de temps et qu'on est obligé de se restreindre à un sujet, on a décidé C'est de... dur pour nous. Oui. On a décidé de ne pas trop parler des adolescents. Donc on sera plutôt sur un sujet qui va regrouper les parents et les enfants jusqu'à à peu près une dizaine d'années. Il y aura peu de choses En tout cas, sur sur les les réseaux réseaux sociaux. sociaux et le comportement assez particulier des adolescents avec les écrans. Et comme on vous l'avait indiqué dans les précédentes vidéos, on vous présentera à la fin des exercices, des petites astuces pour mettre en place des choses dans votre foyer. Voilà, c'est parti! Nous allons maintenant vous parler des dangers des écrans. À Montréal, il y a une étude qui a été faite sur 2000 enfants de 2 à 13 ans. On a pris les enfants à 2 ans et on a regardé quelle consommation d'écran ils faisaient. On les a abandonnés pendant quelques années, puis on les a retrouvés lorsqu'ils avaient 13 ans et on a mesuré leur capacité d'intégration dans la société, leur capacité d'apprentissage et leurs troubles alimentaires également. Qu'est-ce qu'on en a conclu? Exactement. Alors on s'est aperçu que les enfants qui regardaient à 2 ans le plus de télé, à raison d'1 heure supplémentaire de télé quotidienne, représentait à 13 ans 8% supplémentaires de risque d'avoir des troubles alimentaires. Donc on parle ici de malbouffe, qui dit malbouffe dit surpoids, et on avait aussi une diminution de l'engagement social avec des troubles de l'apprentissage. Donc ça, c'est une sérieuse alerte. Et ce qui est intéressant, c'est que l'étude a été faite sur 2000 enfants. Oui. Donc on peut Elle est vraiment assez... imaginer qu'elle est relativement fiable. On a d'autres propos. On a les propos d'une médecin de PMI qui s'appelle Agnès Ducanda, qui alerte sur les écrans. Je la cite, elle nous dit: «Je vois tous les jours en consultation de très jeunes enfants de classe maternelle. J'ai constaté depuis 5 ans environ que les enseignants me signalent de plus en plus d'enfants en très grande difficulté. En interrogeant les parents de manière très précise, j'ai constaté que dans 95% des cas, nous étions confrontés à un problème de surexposition aux écrans.
Il n'existe pas encore de définition scientifique de ce phénomène, mais notre pratique nous permet de dire qu'il s'agit d'enfants exposés entre 4 à 5 heures par jour à des écrans nomades, tablettes, smartphones ou fixes, et souvent à une télévision allumée en présence des enfants en permanence derrière eux. Et pour avoir rencontré des enseignants de classe maternelle que j'ai interrogés sur le sujet, ils m'ont confirmé ces propos. Eux aussi rencontrent des enfants qui sont parfois estampillés TDA, TDAH, et quand ils retirent les écrans, quand ils font un travail avec les parents pour leur demander de retirer les écrans, une partie de ces enfants, pas tous évidemment, mais une partie de ces enfants qui avaient des troubles psychologiques, psychiques, les perdre. Enfin, donc on peut vraiment imaginer que c'est lié. Et c'est pas seulement le cas pour l'hyperactivité. On trouve aussi des problèmes du trouble du spectre autistique qui peuvent être vraiment, alors on est dans du TSA assimilé, hein, pas vraiment une forme d'autisme, mais qui peuvent être améliorés grandement et fortement, surtout quand c'est pris en charge relativement tôt et qu'on a une diminution des écrans. Les orthophonistes aussi se retrouvent à l'heure actuelle avec des listes d'attente absolument énormes. Ça devient très très compliqué de trouver un rendez-vous chez un orthophoniste. Et on peut vraiment se poser la question, d'où vient ce problème? Est-ce que c'est les écrans ou est-ce que ça l'est pas? Alors, on a quelques chiffres aussi de la Direction générale de l'enseignement scolaire, si tu veux nous les Française. présenter. Donc là, c'est une étude qui a été faite sur des enfants qui ont entre 2 et 11 ans, une étude menée sur 8 ans, et qui nous dit que sur 8 ans, il y a 94% d'augmentation de troubles du langage, Ce qui est quasiment énorme. 100% Ouais. de troubles du langage en plus. On a 54% de troubles psychiques en plus et 24% de troubles cognitifs en plus en 8 ans. Donc, je crois qu'on peut vraiment commencer à se dire qu'il y a un problème sociétal, quel qu'il soit, et qu'il va falloir le prendre en main. On a interviewé Béatrice Navarro, qui est une neuropsychologue et qui va nous éclairer sur sa pratique au quotidien avec les parents, les écrans et les enfants. Je suis Béatrice Navarro, je suis neuropsychologue en libéral. Je m'occupe essentiellement d'enfants et d'adolescents qui ont des difficultés dans les apprentissages. Dans ce cadre-là, est-ce que tu rencontres des enfants qui ont des difficultés avec les écrans? Oui, beaucoup. Je rencontre, au-delà des enfants, c'est plutôt des familles qui ont des difficultés dans la gestion du temps des écrans, des parents surtout. Il y a des emplois du temps, j'ai envie de dire, à risque, c'est-à-dire que moi, je rencontre beaucoup de parents qui terminent très tard le soir, 19h30, 20h, et entre-temps, il y a des adolescents, des enfants et des adolescents qui rentrent à la maison et qui sont un peu livrés à eux-mêmes. Donc là, effectivement, s'ils ont accès aux écrans, ils y vont. Ce que tu décris là, quand tu me dis les parents qui rentrent tard, du coup, c'est des parents de tous milieux sociaux. C'est parce qu'on a toujours Voilà. on pense souvent que bon, voilà, ceux qui ont des problèmes avec les écrans, ça va être des familles peut-être défavorisées ou autres. Et en fait, ce que tu me dis, c'est que c'est pas du tout ça. Non, c'est pas du tout ça. Moi, je vois pas de grande différence entre des familles défavorisées ou des familles qui sont plus aisées ou plus à l'aise. Non, je vois pas de différence. Moi, la différence que je vois, c'est vraiment dans la gestion, dans l'état d'esprit que les familles ont par rapport aux écrans. Moi, j'ai des familles qui me disent, et c'est pas pour autant des familles qui sont défavorisées, mais elles me disent, nous, on a besoin des écrans parce que j'ai besoin de une demi-heure, voire trois quarts d'heure le soir pour pouvoir faire à manger. Sinon, c'est pas possible. Je gère pas. Mais il y a un problème, voilà. Si on ne peut pas gérer sans un temps d'écran le soir, il faudrait effectivement savoir pourquoi, d'où ça vient, qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à mettre autre chose à la place, parce qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut mettre à la place. Et un enfant n'a pas du tout besoin d'écran pour se développer. Pour les parents, c'est quoi est-ce qu'il y a des critères qu'ils peuvent regarder chez leur enfant pour se dire, tiens là, allez, là, il y a peut-être un petit peu trop de vidéos, peut-être un petit peu trop de dessins animés à la maison? Ce sont des indices comme ça, oui, des enfants chez qui les résultats scolaires baissent. Alors, ça peut du tout ne pas être en lien avec les écrans, hein, si les résultats scolaires baissent. Mais c'est une question à se poser. Si l'enfant est irritable, il a du mal à gérer ses émotions, il est agité, voilà, il part dans ses pensées, il est distrait à l'école, il faut se poser la question d'emblée sur la qualité du sommeil et sur les écrans, en fait. Oui, et puis le premier signe d'alerte, c'est aussi l'école. Est-ce qu'à l'école, on lui dit qu'il a du mal à rester calme, assis sur sa chaise, à mener une tâche jusqu'au bout? Il a du mal à terminer ses tâches, il a du mal à s'y mettre aussi au travail, hein. Est-ce qu'il va se mettre à jouer avec ses affaires sur la table à l'école? Est-ce qu'il va se mettre à perturber ses camarades? Est-ce qu'il va s'agiter? Est-ce qu'il va être lent? Il va mettre plus de temps que les autres et à terminer son travail et éventuellement à copier. Est-ce que la maîtresse perçoit le fait qu'il part dans ses pensées?
Voilà. Parce qu'on sait qu'effectivement, oui, les écrans peuvent gêner le développement donc, de l'attention soutenue, de la concentration, du langage et peuvent effectivement amoindrir la qualité du sommeil. Et il y a eu effectivement aussi cette histoire de allumer la télé quand les parents rentrent à la maison ou avoir la télé continuellement allumée parce que c'est une façon de vivre, c'est une façon de faire. Et bien là, encore une fois, effectivement, ça défavorise les capacités d'attention soutenue chez l'enfant et les capacités de concentration parce que du coup, l'enfant a un fond sonore qu'il doit inhiber pour être attentif sur une tâche en question. Et ça, l'enfant en bas âge a vraiment du mal. Il n'a pas le cerveau qui est assez développé comme un adulte pour pouvoir le faire. Eh bien, merci beaucoup Béatrice de nous avoir expliqué ce que tu voyais toi dans ta pratique au quotidien. Alors, on va vous lister les différents risques, les dangers des écrans suivant ce qu'on a trouvé un petit peu autour de nous lors de nos recherches. Le premier gros globe, c'est un retard de développement mental et neuronal. Oui, il y a un problème au niveau du développement langagier, puisque l'enfant, pour développer son langage, a besoin d'un bain de langage et d'interaction avec ses parents, de manière à ce qu'il puisse vraiment comprendre le sens des mots, et la vidéo ne permet pas ça. Exactement, il regarde énormément le visage en fait quand il teste des nouveaux mots pour savoir si la réaction est adaptée ou pas. Et s'il est devant un écran, il ne peut pas faire cette distanciation. Il y a un problème de développement des 5 sens des enfants, puisque la vidéo évidemment surstimule la vue et l'ouïe, mais ne permet pas de développer tellement les autres sens. Donc les enfants ont un développement global affecté. Notamment le toucher, qui est vraiment très très important chez les tout petits. On parle de lagage synaptique aussi. Tu voulais peut-être en dire quelques mots sur les lagages synaptiques. Oui, alors les lagages synaptiques, en fait, là, on va être au niveau du cerveau. Donc, vous avez des neurones, et entre chaque neurone, pour qu'il y ait une communication, on a ce qu'on appelle les synapses. Et puis, si un chemin neuronal est particulièrement utilisé régulièrement, il va grossir. S'il est relativement peu utilisé, on va finir par l'enlever, ce qu'on appelle l'élagage synaptique. C'est quelque chose de normal qui se déroule pendant l'enfance. Et ce qui se passe, c'est que si un enfant est souvent devant les écrans, donc il va relativement peu utiliser ses mains, il va moins bouger, etc., on va avoir un élagage synaptique qui va se faire dans des domaines qui sont pourtant essentiels pour lui et pour son développement. Comme le langage dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Il y a aussi quelque chose qui a été découvert très récemment. On se rend compte que le cortex vieillit prématurément avec l'usage des écrans. Exactement. On ne sait pas encore dans quelle zone ce vieillissement est effectué, il y a encore des études qui sont là-dedans, mais quoi qu'il en soit, il y a une modification au niveau du cortex, donc qui est la zone en fait extérieure du cerveau, qui est mise en place avec une surexposition aux écrans. Un autre gros problème au niveau des écrans, c'est qu'ils changent le comportement de nos enfants. Les enfants sont surstimulés par les écrans. Cette surstimulation a plusieurs effets, notamment elle va les fatiguer parce qu'ils vont être tellement concentrés sur l'écran qu'ils vont émettre une énergie dingue, et quand on va éteindre l'écran, ils sont trop fatigués pour apprendre d'autres choses, et en plus ils vont faire de la décompensation, c'est-à-dire que ça, vous nous le racontez généralement assez régulièrement. On éteint l'écran et l'enfant se met à crier, à pleurer, à pas être content, à taper des pieds, à vouloir même être violent parfois. Exactement. L'autre problème qu'on rencontre, c'est-à-dire que quand l'enfant est devant l'écran, les écrans d'aujourd'hui, ils ont énormément de bruit, de lumière, les images changent toutes les secondes, et on a une forme de ce qu'on appelle de sidération. C'est-à-dire qu'il y a tellement de stimuli extérieurs qui sont assimilés à des stress par le cerveau, que l'enfant doit être très très concentré sur le moment, et il ne peut faire absolument rien d'autre. Il est très difficile d'avoir des apprentissages avec les écrans à cause de ça. En compensation, par contre, on peut avoir des crises en parallèle d'hyperactivité ou d'excessibilité, De suractivité, surstimulation, ou quel que soit le mot que je n'arrive pas à dire, qui vont faire que l'enfant va compenser, comme tu l'as dit. Ouais. Et puis l'autre chose qu'on trouve, ça va être au niveau de l'attention. Oui. Je ne sais plus ce que tu voulais dire sur l'attention. Alors, je vais reprendre la c'est aucun problème. Donc l'attention, en fait, on a, quand on est devant un écran, on a une attention qui est exogène, c'est-à-dire que c'est l'écran qui va faire qu'on va être attentif à lui grâce à ces stimuli dont on vient de parler. Or, un enfant, s'il a besoin de développer, c'est l'attention endogène, c'est l'attention qui vient de lui, qui vient de sa pulsion instinctive à réessayer quelque chose plein de fois. Et on parlait des synapses tout à l'heure, les synapses qui sont dans l'attention endogène vont être moins mises en avant, et donc le chemin va être moins utilisé.
Et on voulait parler aussi des images qui sont inadaptées à l'âge. On Oui, ne se rend pas compte, mais parfois on met les enfants devant des journaux télévisés qui montrent des images atroces et qui sont hyper choquantes pour nos enfants. Et d'autres fois, on va les mettre devant nous ou à leur demande, hein, devant des jeux, par exemple je pense à Fortnite qui est très plébiscité par les petits alors qu'il ne devrait être regardé qu'à partir de 12 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a des scènes de violence, même si elles ne sont pas tout à fait réalistes, puisque les images sont plutôt assez mignonnettes et rigolotes, on va dire. Il n'empêche que les enfants ont cette habitude de violence sur leur cerveau. Et on s'est rendu compte que plus on mettait nos enfants face à la violence, plus le cerveau s'adaptait. En fait, ça marche avec les enfants, mais ça marche aussi avec les adultes, puisque l'armée américaine a développé des jeux vidéo avec des combats, des scènes violentes pour déshabituer, ou pour habituer plus exactement le cerveau de leurs soldats à la violence, pour qu'ils soient moins habitués à la douceur et à la gentillesse. Donc si l'armée américaine les utilise de cette manière, on peut bien imaginer que nos enfants face à la violence, mais ils en sont affectés. Tu voulais exactement. dire quelques mots sur le Bhoutan, je crois, sur le sujet. Oui, alors le Bhoutan, c'est un pays très très intéressant à ce niveau-là pour les études sur les écrans, parce que c'est un pays qui a été fermé à l'occidentalisation et qui n'avait pas l'électricité jusqu'aux années 2000. Et puis donc là, on a eu une apparition de la télé, donc il y a des premières études qui ont été faites pour savoir en quoi la société a changé avec l'apparition de la télévision. Et puis dernièrement, on a l'apparition des écrans. Et donc il y a un cinéaste qui nous a fait un film très intéressant qui s'appelle Sing Me a Song qui vient de sortir, on vous mettra les liens, et différentes études sur le Bhoutan qui montrent qu'on a une explosion des problèmes d'agressivité, des problèmes De violence. sociaux, de violence depuis quelques années dans ce pays. On peut se demander si c'est un lien direct avec les écrans, mais quoi qu'il en soit, le principe de précaution, je pense qu'il faudrait commencer à jouer à ce niveau-là. Nous allons vous parler maintenant des problèmes au niveau du développement physique. Oui, la surexposition aux écrans a différentes conséquences physiques au niveau de la myopie, puisque on perd l'habitude, l'être humain a été conçu pour regarder de loin, de près et faire cet ajustement régulier. Oui, Et avec les écrans, mais on a un regard fixe à une distance définie pendant très longtemps, et donc ça développe la myopie. On a également, et on vous en a parlé précédemment, mhm, mais les problèmes de surpoids, puisque exactement. Sédentarité. la sédentarité fait qu'on bouge moins et que donc du coup voilà on se dépense moins, et en plus il y a ces problèmes de malbouffe avec la vision des écrans, donc l'un dans l'autre. On a aussi tous les Ouais. problèmes de motricité fine, Oui, ça avec c'est des très enfants qui important. ont du mal à tenir leur crayon par rapport à des Ouais. générations précédentes. Ben, simplement, on revient à l'élagage Oui, synaptique, etc., hein. C'est simplement que ben, ils n'ont pas ils touchent pas suffisamment. l'habitude de manipuler, puisqu'ils regardent leur temps de vie. Dans leur temps de vie, il y a un moment où ben, ils ne font rien en fait qui permette de développer leur cerveau. Exactement. Et puis après, on a tous les troubles du sommeil. Donc vous connaissez un petit peu, j'imagine maintenant, le problème de la lumière bleue, qui va être une lumière qui va nous empêcher en fait de produire de la mélatonine. Donc normalement, on a un cycle qu'on appelle la chronobiologie. On produit de la sérotonine dans la journée grâce au soleil, et puis le soir, quand la lumière diminue, la sérotonine est transformée en mélatonine, ce qui va induire le sommeil. Les écrans empêchent cette transformation de la sérotonine en mélatonine. Et la dernière difficulté qu'on a aussi, mais on a très très peu de recul d'études véritablement fiables Mm. là-dessus, c'est les ondes. À quel point est-ce que les ondes interfèrent ou non dans le développement idéal des individus? Et puis, il y a tous ces sujets un peu plus insidieux des écrans, dont on ne voit pas forcément le lien de prime abord, mais qui existent quand même. On voit des difficultés dans les familles liées aux écrans, simplement parce qu'il y a moins de temps passé en famille, il y a moins de connivence, il y a moins de choses faites ensemble. Il y a aussi tous les tensions autour des écrans. Moi, j'ai des Mhm. parents qui me racontent les tensions autour du pouvoir de la télécommande. Qui a la télécommande, qui ne l'a pas, emmener la télécommande aux toilettes, enfin, voilà, des choses assez cocasses. Et on a voilà, des conflits et une perte de sens Exactement. et une perte de silence dont on parlait tout à l'heure aussi. La perte de silence, moi, elle me parle beaucoup, oui, parce que vraiment, on se retrouve avec des enfants en bas âge, ou même des jeunes, des adolescents, des jeunes personnes, qui ont du mal à être dans le silence, parce qu'il y a toujours du bruit, il y a toujours une stimulation, et être avec soi-même, avec son intérieur, ça devient très très compliqué. Et la dernière chose que je voudrais citer, c'est la lecture. Si on passe plus de temps sur les écrans, on a forcément moins Moins de de temps temps de pour lire, soit pour lire des histoires à ses enfants, soit pour que les enfants lisent les histoires. Et il est démontré que la lecture structure le cerveau. Elle permet un meilleur développement du vocabulaire, mais aussi de la réflexion du cerveau. Et là, je pense que dans 2 ou 3 générations, on va peut-être découvrir des choses qui vont être un petit peu embêtantes et mmh. inquiétantes.
Voilà. On voulait, pour conclure sur cette petite partie, alors on vous dit des choses qui sont, on s'en rend compte, très impressionnantes. Ce qui est compliqué, c'est qu'on ne sait pas à partir de combien de temps passer devant Et les oui. écrans, il y a un effet. Ouais. Donc en fait, l'idée c'est de se dire c'était de vous montrer déjà tous les effets qui existaient et qu'on nous on avait pu constater dans des études, ça c'est important. Et puis la posture à prendre, elle est peut-être un petit peu, on se disait tout à l'heure comme, face à l'alcool ou à la cigarette. Mhm. Bah, plus on s'en éloigne, mieux c'est. Il faut avoir une utilisation raisonnée. On est quand même dans une vie où il y a des écrans à peu près partout. Il y en a même maintenant dans les écoles. Donc la question va être de savoir jusqu'où on tolère des écrans et comment on les tolère et comment voilà, on gère ça au quotidien. Exactement. Alors pour la petite anecdote, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais il y a énormément de personnes dans la Silicon Valley qui ont contribué à développer ces smartphones et à développer ces applications, qui mettent aujourd'hui leurs enfants dans des écoles Waldorf-Steiner où les écrans sont totalement prohibés. Donc on peut se poser la question, si eux, les inventeurs des smartphones, ne donnent pas de smartphone à leurs enfants, est-ce qu'on ne devrait pas faire la même chose? Bon, les écrans, ils ne sont pas que négatifs, il y a des choses positives et ça, on voulait vous les citer. Ils développent par exemple l'acuité visuelle, notamment certains jeux vidéo développent l'acuité visuelle des enfants, une forme de rapidité d'exécution. Ils permettent aussi, et ça on l'a vu, on le voit au quotidien, mais on l'a vu aussi notamment pendant le confinement, qu'ils permettent de resserrer le lien entre les familles, puisqu'on Mhm. a maintenant des vidéoconférences. Moi j'ai adoré voir mon petit garçon jouer à distance avec ses grands-parents, donc ils jouaient avec des jeux type jeux de loi, etc. Chacun de leur côté, c'était très chouette. Et pour les familles séparées aussi, c'est vraiment Oui, intéressant pour garder le contact avec le parent avec lequel on n'est pas. exactement. Ça permet aussi de créer, de rencontrer des individus qu'on n'aurait jamais Tout à rencontrés fait. par ailleurs. De créer Donc du ça, c'est lien très avec le monde, chouette. une ouverture au monde. Ouverture au monde, mais aussi sur les documentaires, sur les expériences qui sont parfois plus enrichissantes ou vécues comme plus enrichissantes parce qu'il y a du son, il y a de l'image, il y a du reportage qu'on n'a pas forcément dans les livres. Donc ça, c'est quand même un élément qui est super utilisable au quotidien. Euh, on permet de faire des recherches internet. On a des recherches internet, c'est quand même super quand on a des enfants qui posent beaucoup de questions de pouvoir répondre assez rapidement. Puis on a du contenu de qualité, il faut quand même pas oublier ça. À l'heure actuelle, on peut trouver des documentaires qui sont très très bien faits, des films qui sont magnifiques. On ne veut pas essayer de diaboliser les écrans. C'est juste qu'on pense que peut-être les avantages sont un petit peu trop mis en avant de manière générale. Il y en a, mais il faut faire attention et rester parcimonieux. On voulait vous parler aussi de ce qui se nomme l'autorégulation. Il y a certaines personnes qui disent que on peut s'autoréguler avec les écrans. Qu'est-ce que ça veut dire s'autoréguler? C'est-à-dire que on se mettrait face à des écrans et puis au bout d'un moment, notre cerveau, et notamment celui de nos enfants, serait autonome pour dire c'est bon, là j'ai eu ma dose, ça suffit, j'en ai marre. Alors, ça ne fonctionne pas avec les écrans, notamment parce que l'autorégulation ne fonctionne qu'avec les choses dont l'humain a l'habitude depuis des générations de fonctionner, mais aussi parce que les écrans ont un problème d'addiction. Tu voulais dire quelques mots sur le mécanisme d'addiction, je crois. Exactement. Alors, qu'est-ce que l'addiction en fait? L'addiction, c'est un phénomène qu'on retrouve pas seulement avec les écrans, qu'on va pouvoir retrouver avec le sucre, avec les drogues, la cigarette, l'alcool, etc. Ça fonctionne avec ce qu'on appelle les circuits dopaminergiques. Ce sont en fait des neurones avec des synapses, dont on a parlé tout à l'heure, et le neurotransmetteur, la petite molécule chimique qui va permettre à l'information de passer d'un endroit à un autre, c'est la dopamine. Et la dopamine, on va avoir des petits shoots en fait de dopamine quand on fait quelque chose qui nous fait plaisir. Elle fonctionne dans la motivation, dans l'apprentissage. C'est quelque chose de Ça, on naturel l'a tous les jours. et de très très important. Mm. Exactement. Mais avec un écran, avec une drogue, d'une manière générale, cette dopamine, elle va être trop mise en avant. Donc on a un petit shoot, on est en haut, et puis ça redescend très très rapidement. Et on est obligé d'en avoir un nouveau. Et on arrive à avoir toujours besoin de plus pour pouvoir continuer à se sentir bien. Mm. Exactement. Et c'est ça, c'est le phénomène de drogue qui va se mettre en place. Et en plus, ce qu'on a, qui est intéressant, c'est qu'il y a une compétition entre la dopamine et d'autres neurotransmetteurs, comme notamment la sérotonine, qu'on appelle l'hormone du bonheur, du bien-être. La dopamine, c'est plutôt je me sens super excitée, et le bien-être, c'est je me sens zen. Ouais, Voilà, on la se sent sérotonine, vraiment, exactement. après un petit massage. Et donc, entre les deux, elles se forment à partir d'acides aminés, mais elles ont besoin de plein de nutriments, de vitamines, de minéraux pour se faire. Et il y a compétition entre les deux, et c'est ce qui pourrait aussi expliquer le fait que les écrans peuvent entraîner après une forme de dépression. Alors, on est dans une vraie drogue, parce qu'il existe des centres anti-dopage aux États-Unis, notamment un qui a été fondé par ce monsieur Nicolas Kardaras, ici. Vous retrouvez un envoyé spécial sur ce sujet, qu'on vous mettra en lien, qui explique dans ces centres
qu'on rencontre des gens qui ont une vraie addiction aux écrans avec des vrais symptômes de sevrage quand il faut les arrêter. Et C'est les vraiment traitent très, de très la même compliqué. manière que Exactement. les personnes qui sont addictes à de la drogue type cocaïne, quoi. Oui. Et de la même manière, on va retrouver une sensibilité différente. Il y a des gens qui peuvent prendre de la cocaïne de temps en temps et qui ne vont pas tomber dedans. Et bien les écrans, c'est la même chose. On a une sensibilité différente qui serait due justement à cette sensibilité à la dopamine. Et les enfants qui souffrent d'hyperactivité seraient Notamment. potentiellement plus sensibles à ça. Et donc, le gros problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est qu'on se trouve un petit peu dans une boulimie numérique au bout d'un moment, quand on se trouve de cette addiction, où il n'y a plus que la quantité qui compte et absolument plus la qualité. C'est dommage. Alors maintenant, nous allons voir un petit peu en pratique ce qu'il est possible de mettre en place au quotidien en famille pour s'en sortir. Alors, il existe déjà une référence qu'on trouve régulièrement de Serge Tisseron qui est ce qu'appelle les 3-6-9-12. J'imagine que vous en avez déjà entendu parler. Il est reprise par Serge Tisseron et son collectif, mais aussi par le gouvernement français. Donc en gros, c'est pas d'écran avant 3 ans. On évite d'offrir une console de jeu à un enfant avant 6 ans. Avant 9 ans, il n'a pas d'internet et à partir de 12 ans, on l'accompagne sur internet. Nous, elle ne parle pas du tout parce qu'on la trouve Assez irréaliste, éloignée des utilisations actuelles des écrans, à savoir des écrans portables. Un peu dommage parce qu'un enfant avant 9 ans a probablement besoin de faire des recherches internet et du coup de l'en exclure. Personnellement, je vois pas l'intérêt. Et puis pas d'écran avant 3 ans, quand on a une fratrie, ça peut être très très compliqué. Si vous avez des enfants entre 1 an et 9 ans par exemple, forcément le petit, à un moment donné, il va avoir accès aux écrans. Donc voilà, très simpliste, c'était bien dans l'idée, mais nous on trouve pas ça applicable. Exactement. Donc on a cherché d'autres choses, il y a les 4 pattes du flot. Oui. Alors Sabine Duflo, c'est une psychologue clinicienne qui travaille beaucoup avec les enfants dans un centre médico-social. Et donc elle a pris 4 règles de base, excusez-moi, qui sont pas d'écran pendant les repas, pas d'écran le matin, pas d'écran avant le coucher et pas d'écran dans la chambre de l'enfant. On trouve que c'est relativement facile, c'est compréhensible. Le problème, c'est que ça ne va pas forcément assez loin. C'est-à-dire que les enfants peuvent quand même continuer à regarder beaucoup les écrans malgré ces 4 pas, qui Tout à fait. pourtant des 4 pas intéressants et qu'on aime bien. Ce qu'on voulait vous proposer, du coup, c'était deux choses. D'une, de réfléchir à pourquoi il y avait des écrans chez vous et pourquoi ils prennent cette place. Et puis après, vous donner aussi des conseils généraux sur l'utilisation à bon escient des écrans. Exactement. Alors, ces conseils généraux, il faut vraiment se dire qu'en fait, ils sont là, ils ne vont pas forcément vous correspondre tout de suite. Peut-être que vous allez vous dire, mais ça, je ne vais jamais pouvoir le mettre en place. L'idée, c'est quand même de toujours rester ouvert d'esprit, avec un côté un peu créatif pour savoir si vraiment c'est irréalisable ou si c'est plutôt des freins que vous vous mettez, que la société vous met au premier abord, et qu'en fait, en organisant les choses différemment, ça serait peut-être envisageable. Alors la première chose qu'on aimerait vous poser comme question, c'est est-ce que vous-même, vous ne regardez pas trop les écrans ? Il y a un chiffre qui est souvent utilisé qui dit que 80% de l'apprentissage des enfants vient du modèle des parents. Donc si vous êtes vous-même un modèle où vous regardez les écrans, votre enfant, il va faire comme vous. Alors il faut faire attention parce qu'en tant qu'adulte, on a des écrans pour travailler, mais les enfants ne vont pas voir la différence. Donc s'ils nous voient beaucoup sur les écrans, ils risquent d'aller sur les écrans. La solution, du coup, c'est de retirer les écrans au maximum en leur présence et même en leur absence. Exactement. Alors cette idée de mimétisme, on en parlait tout à l'heure, c'est quelque chose qui est relativement vrai chez les tout petits. Les petits, ils arrivent bien à comprendre qu'il y a une différence entre papa et maman, et puis eux. Mais chez les plus grands, plus votre enfant va grandir, plus il va s'approcher de l'adolescence, plus ça va être difficile de continuer à justifier ça. Et il va associer le fait d'être adulte et grand avec écran, et ça, c'est pas forcément une bonne chose. Pour essayer d'évaluer votre temps passé devant les écrans et pour essayer éventuellement de diminuer le temps, vous trouverez après notre vidéo nos petits documents à télécharger qui vous permettront de travailler dessus. Un autre point, c'est l'écran babysitter. Vous savez, ce moment où vous essayez de faire le repas en même temps que le devoir du premier, en même temps que de faire une lessive, et que là, le petit dernier, il vous demande aussi quelque chose, et donc vous le mettez devant un écran parce que voilà, vous n'y arrivez pas, c'est trop compliqué. Et ce temps d'organisation,
Nous, ce qu'on vous propose, c'est de réfléchir à un relais. Est-ce que vous pourriez avoir un relais? Est-ce que c'est possible? Pas possible? Le relais, ça pourrait être le papa, les grands-parents, des voisins, des amis. Et c'est là où il faut être inventif. Tu disais tout à l'heure qu'il faut être créatif. Ça peut être, pourquoi pas une maman qui ferait le repas pour 2 familles. Enfin, je sais pas, on pourrait imaginer tout un tas de choses. Ne pas hésiter à demander aussi. Souvent, on veut tout faire de manière parfaite, etc. Ne pas hésiter à les demander. Et tu parlais de trouver du relais. Et là, c'est qu'on a le côté un petit peu paradoxal des réseaux sociaux, c'est qu'ils peuvent vraiment vous aider pour ça, à vous retrouver entre parents un petit peu isolés, si c'est votre cas. Donc voilà, les écrans, de temps en temps, ils peuvent servir. Et je voudrais préciser, je pense que ça a été notre cas toutes les deux. Moi, je sais que j'ai mis mon aîné devant les écrans quand il a fallu allaiter le petit et l'endormir, il avait besoin de calme. On l'a tous fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut se culpabiliser outre mesure pour ça. C'est juste essayer de réfléchir à ce que ce soit des modes d'urgence. Ouais, pas de l'habitude. En fait, Exactement. Voilà, dès que ça devient un peu régulier, dès que ça devient la solution de facilité, il faut peut-être réfléchir à comment on pourrait faire différemment. Et à modifier son organisation si nécessaire. Sinon, il y a aussi l'idée tout simplement de faire avec son enfant. Oui. Le repas, par exemple, c'est vrai qu'on a envie que ça soit efficace, on a envie que ça soit rapide, on peut être très très fatigué, voilà, avoir besoin d'être seul. Ça, je peux tout à fait comprendre. Mais parfois, on se dit, je vais faire plus vite, et après, j'aurai du temps avec lui. Et finalement, si on ne faisait pas avec lui dès le départ. Oui, ça c'est une option. Et puis, il y a le problème de l'enfant qui s'ennuie. Oui. L'enfant qui s'ennuie et qu'on veut absolument occuper. Exactement. Alors là aussi, on peut évidemment prendre du temps pour jouer avec lui, logiquement, mais il y a d'autres choses. On peut aussi passer par les livres, alors s'il est en âge de lire lui-même, mais aussi passer par l'audio. L'audio, il va être moins stimulant, on aura moins cet effet de sidération et d'activité après compensatoire, dont on a parlé tout à l'heure, il y a plus d'imagination, etc. Donc les podcasts et les livres audio, pour ça, ça peut vraiment être sympathique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a jouer, lire, qu'est-ce qu'on avait aussi? On vous présentera enfin aussi des livres d'activités qui peuvent être sympathiques pour trouver des idées. Ou même inviter des copains. Oui. Et ce sur quoi on voulait insister également, c'est le fait que c'est important pour un enfant de s'ennuyer. C'est important que la solution ne vienne pas toujours de l'adulte ou de l'écran, mais qu'elle vienne de lui. Et pour Exactement. ça, il faut le laisser se confronter à son propre ennui, ce qui est parfois un peu compliqué pour nous, adultes, parce qu'on entend un enfant râler parce qu'il s'ennuie. Mais c'est important que de temps en temps, il soit confronté à ça et qu'on le laisse se confronter à ça. Parce qu'après, on a un cercle vicieux. Ouais. Plus l'enfant s'ennuie, moins l'enfant s'ennuie, plus il va être capable de le faire et de continuer à trouver des solutions par lui-même. Et l'ennui permet, on entend souvent, mais c'est vraiment vrai, on permet d'avoir une vraie créativité. Oui, parce que sinon on n'a pas le temps. Et juste pour revenir sur le fait d'inviter un ami, parfois on se dit, ça va me faire du travail en plus, mais souvent quand ils sont 2 ou 3, en général, ça se passe beaucoup mieux. Et puis les écrans, là où ils peuvent être vraiment dangereux, c'est qu'ils peuvent cacher des difficultés de l'enfant, des difficultés comme une mauvaise estime de lui, du stress, des difficultés scolaires, du harcèlement scolaire, etc. Voilà. Ce genre de choses. C'est l'écran qui permet d'oublier, de déconnecter le cerveau, les pensées qui sont compliquées pour nous. On le fait beaucoup aussi en tant qu'adulte. C'est l'écran qui va être un peu anesthésiant. Et ça, vous le voyez quand votre enfant se réfugie systématiquement dans les écrans. Alors, ce que je voulais préciser dessus, c'est que moi, quand j'ai des parents qui viennent me voir et je leur pose la question, ils disent non, mais c'est bon, à l'école, tout se passe bien, il y a des bons résultats scolaires. C'est pas parce qu'il y a des bons résultats scolaires que votre enfant, il vit pas une difficulté terrible au moment de la cantine, avec ses camarades, etc. Le niveau scolaire qui va baisser, vous allez le voir après. Une des premières choses qui va arriver, c'est qu'il va essayer de se réfugier dans autre chose, et la première chose qu'il a, c'est les écrans. Donc là, le travail, ça va évidemment essayer en premier lieu de savoir d'où viennent ses difficultés pour pouvoir l'aider, mais ça va aussi être un travail sur l'estime de soi en général, sur la confiance en soi, et puis aussi ce que j'aime bien, c'est l'idée d'aider l'enfant à retrouver du pouvoir sur sa vie. Oui. Les enfants aujourd'hui, ils sont quand même très très souvent encadrés, énormément, quasiment tout le temps. Et au travers un jeu vidéo, ils peuvent recommencer à décider, à prendre des décisions, à devenir indépendants. Et si on veut contrer cet attrait particulier du jeu vidéo, il faut les aider à avoir du pouvoir dans leur vie. Complètement. Sans oublier que les jeux vidéo, souvent, ont beaucoup de choses positives. Ils vous disent « Oui, super, bravo, tu as bien réussi, c'est génial !» Et ça, c'est des choses que finalement, on oublie de dire à nos enfants. L'école ne dit pas à nos enfants. On a plutôt tendance à pointer du doigt ce qu'ils ne font pas bien. Au contraire des jeux vidéo, sauf que les enfants, ils ont besoin de ça, ils ont besoin de ces retours-là. Donc si on pouvait penser un peu plus
à leur dire qu'ils sont super, qu'ils sont géniaux, qu'ils ont bien réussi, voilà, valoriser ce qu'ils peuvent faire, il y a fort à parier qu'ils lâchent un peu les écrans. Leur proposer des activités dans lesquelles ils sont Oui. doués et ils s'épanouissent. Exactement. Une autre problématique qui fait qu'on pourrait avoir beaucoup d'écrans à la maison, c'est la problématique de ne pas arriver à dire non à ses enfants, à dire non aux écrans. Alors pourquoi? Parce qu'on a peur que nos enfants ne nous aiment pas si on leur dit non. Parce qu'avec tout ce mouvement dont on fait partie, hein, mais autour de la bienveillance, de l'éducation positive, on a l'impression qu'il ne faut pas brusquer, pas frustrer nos enfants et du coup pas leur dire non, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Et puis, le fait que quand on leur dit non, et en particulier pour la télé et les écrans, y a des crises qui s'en suivent et on n'a pas toujours envie de les gérer. Exactement. Ensuite, un autre point, c'est le faux sentiment de sécurité que peut apporter les écrans. Quand vos enfants sont devant les écrans, alors à moins qu'on parle d'internet, c'est encore un petit peu compliqué, mais s'ils sont devant un film, vous savez exactement où ils sont et ce qu'ils font. Et ça peut vous rassurer. Vous êtes en train de faire autre chose, vous dites en moi en ce moment ils ne sont pas dehors ou ils ne sont pas en train de se faire mal. Et ça provoque un sentiment de sécurité. De même avec le téléphone, il y a beaucoup de parents qui se mettent à donner le téléphone à leurs enfants pour pouvoir savoir exactement où ils sont et ce qu'ils font. On va vous passer maintenant le témoignage de Jenny qui va justement vous parler de ce problème-là. Bonjour à tous, je suis Jenny Stravoni, maman de 3 garçons de 10 ans, 6 ans et 4 ans. Donc mon expérience se portera plutôt quant à l'accessibilité aux écrans de mon grand de 10 ans qui vient d'entrer au collège. Alors tout a commencé lorsqu'il est entré en CM1. En CM1, nous avons décidé de lui acheter un téléphone portable parce qu'il faisait les trajets seul de la maison jusqu'à l'école, il y a à peu près peut-être 2-3 km, mais ça me rassurait de savoir qu'il pouvait me contacter en cas de difficulté. Un soir, lorsque nous étions à table, nous mangions en famille, il nous a posé une question qui nous a énormément surpris. Il nous a demandé qu'est-ce qu'était YouPorn. Alors, nous nous sommes évidemment demandé comment il avait eu accès à ce type de contenu et il s'avère qu'un de ses camarades de classe, à la descente du bus, regardait cette chaîne, enfin ce contenu en tout cas, sur le trajet de l'arrêt de bus à chez lui. Donc tant mieux, cet enfant ne descendait pas au même arrêt de bus que le nôtre, donc ça nous a plutôt rassurés. Donc on a décidé d'installer un contrôle parental. Alors c'est quelque chose qu'on aurait peut-être dû faire avant, et c'est quelque chose qu'on fera pour nos enfants lorsqu'ils auront l'âge d'avoir un téléphone portable. Mais c'est vrai qu'on n'a peut-être pas été assez vigilants sur ce point. Donc du coup à partir de ce moment-là, lorsqu'il doit ou lorsqu'il a envie d'installer une application sur son téléphone, nous recevons une notification par mail, nous confirmons ou nous infirmons. Mais il aurait pu lui aussi avoir accès à ce contenu sans qu'on s'en rende compte et sans qu'il nous en parle. Donc ça fait partie effectivement d'une des conséquences du téléphone portable. Merci Jenny pour votre témoignage. Alors, on revient aux différentes raisons pour lesquelles il y a trop d'écrans dans la famille. On peut aussi avoir la peur de couper ses enfants du monde extérieur parce qu'ils ne sont pas comme les autres. Oui, parce qu'ils n'ont pas regardé la dernière émission, le dernier pyjamas ou pas de patrouille en date. Et on a peur qu'ils n'arrivent pas à s'intégrer dans les jeux de récréation par exemple. Dans les conversations. Et dans les conversations, Ouais. exactement. Du coup, une des idées qu'on pouvait proposer, c'était de leur faire regarder un ou deux extraits de ces émissions, voire une émission en totalité, ou si les images nous paraissent trop violentes à nous, de montrer des photos, au moins qu'ils puissent se raccrocher et pouvoir éventuellement jouer avec les enfants. Exactement. Quand même. Et puis il faut relativiser un petit peu ça, c'est-à-dire que nous, il y a très longtemps à notre époque, à la télévision, il y avait une seule émission et tous les enfants la regardaient en même temps et discutaient forcément de cette émission dans la cour de récré. À l'heure actuelle, il y a une telle pléthore de programmes offerts que de toute façon, les discussions ne tournent pas forcément autour d'une seule émission, d'un seul moment. Donc le timing a complètement changé. Une autre peur qu'on peut avoir, c'est la peur que nos enfants ne sachent pas utiliser Internet, les outils numériques, si on ne les met pas devant dès le berceau. En fait, c'est tout à fait faux. Les études tendent à prouver que c'est totalement l'inverse. On a des enfants qui savent globalement slider sur un écran, ils savent aller rechercher l'application pour aller sur Internet ou écouter de la musique, mais ils ne savent pas utiliser un tableur, ils ne savent pas coder, ils ne savent pas utiliser un tableur à traitement de texte. Donc, c'est
pas du tout un argument pour le coup. Et même faire une recherche internet de manière réfléchie, poussée, avec un esprit critique, ça devient compliqué. Donc de toute manière, vos enfants ne seront pas forcément en retard par rapport à ça si vous diminuez les écrans à la maison. Ensuite, on peut aussi avoir des difficultés à garder le cap par rapport à la pression sociale qui est autour de nous. On peut avoir mis des choses en place à la maison, mais c'est vrai que les enfants, ils reviennent systématiquement, ils demandent à ce qu'il y ait plus en plus d'écrans, et on se met à augmenter les écrans à la maison. Alors, que faire dans ce cas-là? Et bien dans ce cas-là, il faut se rappeler de l'intérêt de ne pas mettre ses enfants devant les écrans et puis essayer d'objectiver le temps que l'on passe individuellement ou pour toute la famille devant les écrans. Se faire un petit rappel régulier, on peut dire par exemple tous les 6 mois, on réévalue pour voir où est-ce qu'on en est. Est-ce que vraiment là, on commence pas à regarder un petit peu trop? Il peut y avoir des écrans chez vous aussi parce qu'il y a une forme de peur de l'extérieur. Peur qui est générée par la société. On a plus peur de l'extérieur que les générations précédentes. On a besoin de sécurité accrue et du coup on est plutôt rassuré quand nos enfants sont devant des écrans plus que quand ils sont dehors avec leurs amis. Oui, alors les enfants passent beaucoup moins de temps dehors à l'heure actuelle, ce qui est d'ailleurs un problème pour d'autres raisons. Et ça c'est vraiment une réflexion à avoir sur soi, sur sa propre peur. Est-ce qu'elle est légitime ou est-ce qu'elle ne l'est pas? Ça va être du cas par cas. Mais c'est intéressant de se poser un petit peu, peut-être, voilà, les deux parents se réfléchissent un petit peu ensemble. Est-ce que c'est justifié ou pas? Et puis elle se regarde la société aussi, c'est-à-dire que nous on peut très bien décider que c'est pas justifié, mais si tout le quartier pense que c'est une bêtise de laisser votre enfant de 10 ans revenir tout seul du collège à pied, c'est vrai que des fois c'est compliqué à vivre. Alors après, juste pour revenir, cette idée que la société est plus dangereuse qu'avant, des études ont montré que ce n'était absolument pas le cas. C'est plutôt l'inverse. C'est même plutôt l'inverse, exactement. La dernière chose qui peut amener les enfants à utiliser plus les écrans, et là on va parler plus particulièrement des jeux vidéo, c'est le manque de rites de passage dans nos sociétés actuelles. On n'a plus de rites de passage, on n'a pas de système comme ça. Permettre de se dépasser, de se surpasser, de gagner en confiance en soi. D'aller au-delà de soi, de mourir. Parce que c'est quand même, il y a un peu cette idée-là dans les rites de passage, d'aller au bord de la mort. Et finalement, il y a certains enfants qui, au lieu de le faire dans la vraie vie, le font au travers des écrans avec des jeux. Et ça, quelque part, il y a quelque chose d'assez intéressant dans la démarche. Parfaitement. On voulait donc vous résumer rapidement quelques points qui nous paraissent essentiels pour arriver à s'organiser en famille avec les écrans. La base, ce serait respecter le principe de précaution. Ouais. On ne sait pas trop cette histoire d'écran. Les experts n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le comment faire, pourquoi le faire. Par contre, ce qu'on vous a montré jusqu'à présent, c'est quand même qu'il y a de grosses inquiétudes autour de ça. Une des premières actions qu'on peut faire, c'est adapter l'écran à l'âge de l'enfant. Adapter l'écran à l'âge de l'enfant, c'est adapter la quantité d'écran et la qualité d'écran aux enfants. Exactement. Ça peut aussi être intéressant de s'impliquer dans les activités écran de ses enfants, pour pouvoir en discuter avec eux, pour pouvoir relativiser, expliquer certaines choses, qui est un effet un peu moins hypnotisant de l'écran quand on est là. Puis ce qu'on peut faire qui marche pas mal, c'est faire des conseils de famille. Donc vous vous réunissez tous ensemble et vous parlez des écrans. Et avec différents buts. Le premier, ça va être de définir la quantité d'écran qu'on va pouvoir utiliser, alors soit par jour, soit par semaine, en fonction de ce qui vous convient. Et puis après, parler un petit peu de la qualité des écrans. En fait, idéalement, il faudrait leur expliquer pourquoi est-ce que les écrans ne sont pas bons pour eux. Parler des écrans qui sont dits plaisir et des écrans qui vont être plus instructifs. Oui, parce qu'on ne va pas donner les mêmes règles pour un écran instructif et un écran plaisir. Donc définissez, si vous dites, chez nous par exemple, ça va être 2 heures par jour, 1 heure d'écran plaisir, 1 heure d'écran instructif, ou alors 2 heures par semaine si ça vous convient. Vous pouvez aussi dire pas d'écran avant 18 heures, ou il y a plein de petites choses comme ça à mettre en place, mais s'il y a une règle qui est prédéfinie, ce sera plus facile de systématiquement y revenir. Surtout si elle est définie avec les enfants et qu'ils ne se sentent pas lésés ou mis sous cloche avec cette idée du parent.
Il y a une autre manière de prendre les choses, c'est de se faire des défis à l'inverse, un défi sans écran. Alors le mieux, c'est quand même un défi familial. Donc un Ah oui, défi, sinon ça marche ça pas. marchera pas. Un défi sans écran sur un week-end, pendant des vacances. Si c'est compliqué pour vous, le plus simple c'est de le faire à un moment où on n'est pas à la maison, à un Le moment où vous changement êtes en de lieu peut vacances. aider, oui, tout à fait. Ou ça peut être un défi pendant une semaine, à partir de 19h, il n'y a plus d'écran, ou avant telle heure, il n'y a plus d'écran. Exactement. Alors, l'écran vraiment à éviter absolument, c'est l'écran bouche-trou en fond sonore, celui qu'on met pour éviter le silence, parce qu'il donne vraiment de mauvaises habitudes à ce niveau-là. Mm. Et puis, essayez aussi que les écrans soient le moins visibles possible. Mettez pas la télé au centre du salon, n'essayez pas d'avoir les téléphones un peu partout. Moi j'ai par exemple un client avec lequel on avait mis en place le fait que les téléphones portables étaient systématiquement mis dans une petite corbeille à l'entrée de la maison quand ils rentraient chez eux. Si Ouais, on le j'aime voulait, bien. il fallait aller le chercher, Mm. c'était pas... Et on le remet après quand Exactement, on on le remet après, donc il n'y a pas ce côté, il est juste à côté de moi, tiens, si je regardais l'utilise. encore un petit coup, si je surfais rapidement dessus. On peut le retourner aussi, c'est une technique Oui, plus c'est vrai. simple, mais juste retourner et pas voir l'écran et pas voir les alertes. C'est pareil, s'il y a des consoles ou des jeux vidéo, ne les mettez pas dans la chambre de l'enfant en évidence, Mm. essayez de les mettre un peu cachés Dans un pour que, placard. voilà, pour qu'il n'y ait pas cette tentation. J'ai une famille, on en parlait tout à l'heure, avec qui j'ai travaillé et qui, elle, ne sortait la télévision, c'est l'inverse, elle sortait la télévision quand il y en avait besoin. Donc habituellement, elle était dans un placard, mais littéralement, hein, pas branchée ni rien. Et les rares fois où ils avaient envie de voir quelque chose, bah, ils branchaient la télé. Je vous promets qu'on la regarde beaucoup moins. Ah oui, ça demande un effort, donc forcément, on sera moins tenté de le faire C'est ça. juste par ennui. L'autre chose aussi, ça va être, on en a déjà beaucoup parlé, mais je pense vraiment que c'est la base, de faire attention à son téléphone quand on est parent. Ouais. Vraiment réfléchir à notre propre utilisation du téléphone, à l'utiliser le moins possible. C'est vrai que même nous, hein, on est sensibilisés, mais je me rends compte que le téléphone, on l'utilise pour tout, pour écouter de la musique, pour regarder une vidéo, pour lire ses mails, pour téléphoner. Et du coup, les enfants assimilent vraiment cet objet comme un objet magique, quoi. Les petits Ouais. sont hyper tentés de ça, donc ça, c'est un gros travail à faire. Et travailler de manière générale sur son rapport aux écrans, en tant qu'adulte. Exactement. Ouais. Au-delà du téléphone. C'est-à-dire, si vous vous perdez sur YouTube pendant des heures le soir, peut-être qu'il y a quelque chose à travailler pour vous, chez vous, à ce niveau-là. Ensuite, on va avoir l'idée de privilégier les écrans qui sont le moins addictifs possible. Alors, ça peut se faire de plein de manières différentes. Si vous regardez les vieux films qu'on avait, même les films en noir et blanc, mais pas seulement, ils sont beaucoup moins surstimulants. Donc par exemple, un écran plaisir, ça peut être un film en famille, mais ça peut être un film qui est Un ancien dessin un animé, ancien dessin animé ou des vieilles choses comme ça. Ça passera plus facilement, ce sera plus facile de l'éteindre, on aura moins cet effet crise derrière. C'est vrai. Il y a aussi, donc on y est dans le choix du contenu, dans le choix du son, si on met moins fort, c'est moins addictif. La luminosité aussi, on a parlé des lumières bleues, mais parfois quand c'est trop lumineux, trop contrasté, c'est un peu trop saisissant pour les enfants et c'est difficile après de s'en défaire, ça Ouais. c'est vrai aussi. Et puis on parlait tout à l'heure du timer qu'on peut avoir. Alors soit en amont, c'est-à-dire qu'une des idées, ça peut être de se dire tiens, je vais sur internet parce que j'ai besoin de faire cette recherche, ou je vais sur mes mails parce que j'ai besoin de vérifier telle chose. Ok, je fais que ça et je me time, je me mets 10 minutes pour faire ça. Ou l'autre option, c'était le timer à l'inverse, le timer programmé. Oui, qui se trouve sur le téléphone, qu'on trouve facilement. La plupart des téléphones en ont un préprogrammé, ou trouver des applications qui vont vous dire, par exemple, vous avez passé un quart d'heure sur Facebook, est-ce que vous voulez continuer ou est-ce que vous voulez arrêter? Donc ça vous permet vraiment de vous rendre compte du temps incroyable qu'on passe finalement sur les écrans chaque jour. Et je vous rappelle que du temps passé sur les écrans comme ça, c'est pas du temps passé en famille, c'est pas du temps passé en relation, à créer du lien avec vos enfants. Et voilà, s'il y a bien une chose qui nous tient à cœur, c'est créer du lien avec les enfants. Donc c'est vraiment un sujet, cette histoire d'écran. Et puis après, il y a aussi la solution radicale, celle que Aline va nous proposer. Je suis maman de 2 enfants qui ont 5 ans et demi et 9 ans. On a déménagé il y a un mois et ça a été l'occasion pour nous de faire un gros changement. C'est-à-dire qu'on a retiré l'écran de télévision qu'on avait dans la maison. On a fait ce choix-là d'une part parce que nous on la regardait plus, nous les adultes, mais surtout parce que ça devenait très conflictuel avec les enfants. C'est-à-dire que
Cette télé, elle était là un peu comme un paquet de bonbons ouvert sur le milieu de la table et dont on dit non, on n'en mange pas tout de suite. On a beaucoup discuté avant de dire que pour retirer l'écran, ça a été compliqué, il a fallu beaucoup en parler. Expliquer et les rassurer aussi, leur dire que ça voulait pas dire qu'ils ne pourraient plus regarder de dessins animés parce qu'on en regarde toujours, mais sur d'autres biais, on prend l'ordinateur et puis on se pose en famille, on regarde des petits reportages, tout ça, mais il n'y a plus cet accès facile à l'écran qui est là, qui trône et qui attire et donne envie en permanence. Voilà, il y a moins de conflits, c'est plus fluide et franchement là au bout d'un mois j'ai pas envie de revenir en arrière et de remettre l'écran parce que c'est beaucoup plus sympa là maintenant ils sont toujours autonomes, c'est-à-dire qu'il suffit qu'ils nous disent et puis on est ok, enfin il n'y a pas trop de difficultés, mais comme il n'y a plus cette tentation qui est là présente en permanence, ça devient beaucoup plus facile de penser à faire autre chose et de se dire tiens, je m'ennuie un petit peu, je vais aller faire un jeu plutôt que de se dire je m'ennuie un petit peu et si je regardais la télé. Donc non, c'est très agréable et on ne reviendrait pas en arrière, ça nous plaît beaucoup comme ça. Alors, en conclusion, il existe de vrais dangers à une surexposition des écrans. Et il n'est pas possible à l'heure actuelle, au vu des connaissances, de savoir à partir de quand on parle de surexposition et à partir de quand on est dans une exposition normale. On voudrait vous rappeler aussi qu'il existe de très belles choses parmi les écrans et qu'interdire complètement ceci pourrait donner envie aux enfants d'en consommer plus. Donc, mauvaise idée. On voulait aussi vous rappeler que les enfants ont des sensibilités différentes aux écrans, selon les âges et selon la personnalité de l'enfant. Il faut aussi se rappeler qu'un enfant évolue et que donc il peut être fort sensible ou moins sensible à un moment donné de sa vie et puis ça peut changer ensuite. Donc l'idée derrière tout ça, ça va être de rester vigilant, d'observer vos enfants, comment est-ce qu'ils se comportent, de manière générale, mais aussi avec les écrans, est-ce qu'ils en ont besoin, plus qu'avant, moins qu'avant, en gardant à l'esprit que si un enfant regarde trop d'écran, c'est sûrement parce qu'il y a un dysfonctionnement au niveau de la famille, au niveau de son environnement quotidien, peut-être au niveau scolaire ou de ses amis, quelque chose qui ne fonctionne plus comme avant. Et ça va être de chercher la raison pour travailler sur celle-ci afin qu'il soit moins attiré par les écrans. Donc l'écran serait un signal de dysfonctionnement. Exactement. Quelque chose de positif finalement. On a terminé notre émission sur les écrans. On vous laisse avec en dessous les références de livres et d'ouvrages qui nous ont inspirés. On voulait vous en présenter vraiment très rapidement quelques-uns. Alors, vous retrouverez le livre de Serge Tisseron, même si nous, il ne nous parle pas, il est vraiment très très connu, le 3, 6, 9, 12. Vous avez celui, alors malheureusement qui n'existe qu'en anglais pour l'instant, de Nicolas Cardaras, où il nous parle des problèmes d'addiction chez les enfants. Un autre anglais assez sympathique qui parle de l'importance de la lecture et de la structuration de la lecture sur le cerveau et quelle pourrait être la modification du fait d'un trop d'écran à ce niveau-là. Ensuite, on a qui est très connu, Michel Desmurget sur la TV-lobotomie, qui va référencer toutes les études possibles et inimaginables, même s'il commence quand même à dater, sur les dangers des écrans. Et puis un très didactique aussi avec pas mal de références de Sabine Duflo, quand les écrans deviennent neurotoxiques. Et puis on voulait vous proposer aussi des alternatives aux écrans. Donc là on en a sélectionné 3. Des livres, donc Comment épater son fils, bricolage, recettes et autres expériences créatives, ou Comment occuper, même si je déteste ce titre, mais Comment occuper ses enfants sans s'occuper d'eux. En fait, c'est une mine d'idées pour occuper ses enfants, pour qu'ils puissent s'inspirer. Donc, comme chez toi comme chez moi, c'est des genres de livres où les enfants vont aller regarder, ils peuvent faire des bricolages tout seuls, ils adorent ça, ça les inspire beaucoup. Moi, ils les sortent beaucoup pour les anniversaires et les Noëls. Et le grand livre de création en carton qui a exactement le même fonctionnement, même utilité. Donc tous ces livres de bricolage, à avoir chez soi, dans sa bibliothèque. Ça développe leur imagination, ça développe leur autonomie, et donc ça remplace parfois des moments télé. Exactement. Vous pouvez nous retrouver sous nos sites respectifs Happy Ménagerie et Famille Naturaux. Nous vous retrouverons début novembre pour un nouveau sujet sur les enfants et l'alimentation. Vous aurez nos petits bonus en dessous de la vidéo, en commentaire, si ça vous intéresse. Et puis nous espérons que cette émission vous a plu. Et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.